Bonjour à tous, bienvenue au Conservatoire du Littoral, dans les super locaux de ce magnifique endroit dont je vous raconterai des tonnes de choses. Alors on est parti pour une émission qui va durer 1 heure et demie. On va essayer d'être vraiment à l'heure, mais d'habitude il y a toujours tellement de questions qu'on essaye d'en caser le plus possible. Alors pour m'accompagner pendant 1 heure et demie, j'ai un magnifique plateau avec des gens extraordinaires qui vont vous dire des choses magnifiques. Alors maintenant ils ont la pression parce qu'il va falloir qu'ils tiennent parole. Alors de ce côté j'ai Gaëtan Doisneau qui représente la Bretagne. C'est ça. Là, j'ai Janice Beuve qui représente la Guadeloupe, parce que oui, et elle est venue absolument, spécialement, en France métropolitaine, de Guadeloupe, autant vous dire qu'elle essaye de survivre à son décalage horaire. Et là, on a Régis qui représente la Normandie, notamment. Bonjour. Voilà, super. Alors voilà, cette émission va donc durer 1 heure et demie. Donc je rappelle un peu le principe de l'émission. Vous avez sur l'écran l'image et vous avez sur le côté de votre écran un espace sur lequel vous pouvez poser des questions. Vous pouvez y aller, vous pouvez poser les questions dès maintenant. On les recevra au fur et à mesure. À côté de nous, vous ne la voyez pas, mais il y a Florence qui va réunir vos questions et qui va nous les présenter pour que je puisse vous les lire et que les intervenants qui sont là puissent y répondre. Donc voilà, pendant 1 heure et demie, posez autant de questions que vous voulez. Vous avez 3 spécialistes qui vont répondre du mieux possible à toutes les questions que vous vous posez. Je vous rappelle que la question aujourd'hui, c'est face au réchauffement climatique, la nature est-elle la solution ? Alors, avant qu'on commence réellement, totalement, et que vous soyez inondés de questions de ces gamins, on va avoir plusieurs reportages, un reportage en Bretagne, des reportages en Guadeloupe, reportages en Normandie pour vous aider à comprendre ce qui se passe sur ces façades littorales et comment justement il faut peut-être agir pour répondre à la question du réchauffement climatique et savoir si la nature est la solution. Alors avant de commencer à vous projeter ces différents reportages, j'aimerais justement déjà qu'on commence sur réchauffement climatique. Que se passe-t-il sur le littoral ? Qu'est-ce que vous constatez ? Comment ça se voit qu'il se passe des choses sur le littoral ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on ne le voit pas ? Alors, on y va. Qui y va ? Moi, je peux juste prendre un exemple très concret. Là où je travaille, il y a quelques siècles, et depuis assez peu de siècles quand même, des hommes ont érigé des digues pour se protéger de la mer, pour gagner des terres sur la mer. Je parle de cela, ça fait 2-3 siècles. C'est vraiment pas très vieux. En fait, aujourd'hui, ces digues, elles sont pas assez hautes. J'imagine qu'à l'époque, quand ils les ont créées, ils les ont faites de sorte à ce que la mer ne les submerge pas. Aujourd'hui, elles sont submergées. Mais aujourd'hui, Gaëtan, ces digues, elles avaient quelle hauteur à peu près, grosso modo ? À peu près 2,50 m de haut. Et aujourd'hui, la mer passe au-dessus de ces digues, lors des grandes marées, bien entendu. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est un constat clair et net. C'est factuel. C'est factuel. Est-ce qu'il y a d'autres constats ? Oui, il y a d'autres éléments, notamment les suivis qui sont faits à travers de ce qu'on appelle les marégraphes, qui sont des instruments qui sont posés dans des endroits à l'abri de la houle ou de la mer et qui existent depuis 1 siècle et demi, ou voire plus pour certains d'entre eux. Et sur ces marégraphes, la hausse du niveau marin est constatée. Et cette hausse du niveau marin, elle s'accélère. Elle était il y a encore quelques années de 2 mm, 2 mm et demi. On est maintenant quasiment en moyenne mondiale à 4 mm. Et ça se traduit de manière différente selon les surfaces du globe. Mais voilà, la hausse du niveau marin est en cours. Alors, Régis, tu nous as confié des photos qui sont projetées en ce moment sur la côte normande, où il y avait, là par exemple, ce que l'on voit à l'écran, c'est concrètement quoi ? C'est un blocos ? C'est une traduction, indirectement de la hausse du niveau marin qu'évoquait Gaëtan, mais c'est aussi les phénomènes que ça engendre. C'est-à-dire que là, on a un blocos posé à l'époque allemande, de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1940 et 1944. Donc ça fait 80 ans qu'il était là. Et la hausse du niveau marin se traduit aussi par ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes. Et ce que vont retenir les enfants ou leurs parents, c'est que, par exemple, ça se traduit lors de tempêtes. Et ce sont les tempêtes qu'on va retenir, parce que les tempêtes, elles vont marquer les territoires, elles vont marquer les hommes, elles vont marquer les familles. Et elles vont, là, par rapport à ce qu'on voit, ça va augmenter l'érosion. Donc là, c'est un morceau de falaise. Alors, c'est un morceau de falaise, c'est de la craie. Donc c'est une matière qui est assez friable
Et donc cette côte d'Albâtre, donc on est en Seine-Maritime, en Normandie, elle est très vulnérable à l'érosion. Et ce blocos, en fait, il allait tomber, et donc il a été basculé volontairement pour éviter qu'il ne tombe sur des gens. Ah d'accord. Mais initialement, il était quand même Il était en haut en de haut, la falaise. voilà, c'est ce que je veux dire. Là, il était en haut de la falaise, et puis les tempêtes, l'érosion successive du littoral, eh bien, a fait en sorte que il est tombé. Il a été poussé volontairement pour éviter qu'il ne tombe sur des gens. D'accord. Sur la Guadeloupe, comment est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate sur le littoral? Sur la Guadeloupe, on constate aussi de fortes zones liées à l'érosion, donc avec un recul du trait de côte. Donc on a des zones où nos plages reculent sur le territoire. Mais quand tu dis reculer, Janice, c'est reculer genre 5 cm, 10 cm? On est en train de parler de centimètres, de millimètres, de mètres? De mètres. On parle de mètres. Donc ça dépend de certains endroits. On peut parler par exemple de la plage du bourg de Sainte-Anne, par exemple, où on perd au fur et à mesure des années des mètres et des mètres de plage. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour nous, en tout cas, d'avoir une végétation côtière sur nos plages, que ce soit mangrove ou végétation côtière sur sol sableux, parce que ça permet aussi de maintenir le cordon sableux et limiter l'érosion. Alors ça, on va en parler beaucoup sur l'exemple justement dont tu vas nous parler en Guadeloupe. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, la côte bouge. Alors oui, il y a une autre photo qui est projetée. Régis, vas-y, il faut que tu la commentes. En complément de ce que disait Gaëtan, ça se traduit beaucoup sur ce qu'on va appeler les littoraux qui sont très bas. Des zones sédimentaires, là c'est des plages. Sédimentaire, ça veut dire? C'est du sable. D'accord. C'est des zones de sable, des littoraux qui sont très mobiles. Et là, on est sur, typiquement, dans le nord Cotentin, dans le nord de la Normandie, dans le nord du département de la Manche. C'est une tempête, mais pas une tempête très violente. Et maintenant, dans ce territoire qui s'appelle le Val de Serre, eh bien, on le voit, les photos le démontrent, les blocos qui étaient en retrait du littoral, là aussi, il y a 80 ans, eh bien, la mer a grignoté progressivement ce secteur. Les blocos sont en train de glisser vers la plage, vers le bas de la plage. Et puis on a ce qu'on voit, on voit un petit symbole qui est le petit plot en béton avec la couleur jaune que vous voyez. Oui, qui est en bas à droite. En bas à droite, voilà, Ouais. c'est l'ancien sentier du littoral. Ah oui. Donc avant, on se promenait là. Avant, on se promenait là. Mais là, maintenant, il faut mettre... Et ben maintenant, ce sentier il a été rattrapé par l'érosion. Et donc voilà, les traductions du dérèglement climatique, de l'élévation du niveau de la mer, on le voit là, la mer rentre même quand les tempêtes ne sont pas violentes. D'accord. Donc ça veut dire que c'est pas un phénomène extrême, c'est un phénomène qui vient de plus en plus fréquemment. D'accord. Dans des conditions qui ne sont pas de grosses tempêtes de vent. Il y a du vent, mais pas tant que ça. Et donc ce littoral, il est très sensible à l'élévation du niveau de la mer, il est très sensible à l'arrivée, à la mer qui rentre dans les marais. On pourra en parler. Oui, bah oui. C'est le sujet aussi. Ça modifie la nature, les écosystèmes, ça modifie le sentier du littoral, qui est très emprunté par beaucoup de nos concitoyens, et même moi, puisque des millions de personnes prennent ce sentier, on doit les déplacer. Donc la question d'adaptation du sentier fait partie du sujet d'aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que là, on est en train de parler de modification du paysage. Donc on est en train de voir des paysages changer. Qui évolue. Voilà, et je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant parce que souvent, en géographie, on a l'impression, quand on l'enseigne, et que voilà, on a un paysage et que ce paysage, il est presque... Voilà, c'est irrévocable, il restera toujours identique. Et là, je pense qu'on va parler beaucoup de ce qui évolue dans un paysage et peut-être à cette nécessité de s'adapter à ces évolutions de paysage. On est là, on est vraiment là-dessus. Alors, une autre question, juste rapidement pour répondre aussi à la question initiale de cette émission, c'est quoi la nature? C'est quoi la nature quand on travaille au Conservatoire du Littoral? C'est quoi la nature selon vous? Alors, qui se lance dans cette réponse? Est-ce qu'on le regarde sous le prisme, justement, de l'élévation du niveau marin ou pas? Ah ben, on peut. Pourquoi pas? Et ben, dans ce cas-là, je dirais que ça va être cette bande qui va, donc, de nature, sachant qu'aujourd'hui, de naturel, il ne reste pas grand-chose, mais c'est cette bande qui nous permet de tamponner les effets d'élévation du niveau des mers, d'érosion. Voilà, parce que le littoral est quelque chose de mouvant, hein, par définition, hormis sur les côtes rocheuses dures, mais c'est notre zone tampon, en fait. D'accord. Régis, vraiment sous le prisme Janice de l'élévation du niveau de la mer. D'accord. Oui, je rejoins aussi ce qu'il disait,
C'est vraiment c'est intrinsèque, c'est un continuum, c'est un lien. Tous les écosystèmes sont connectés, de la mer à la terre, et ça bouge sans cesse, déjà naturellement. Et avec les effets du changement climatique, ça bouge beaucoup plus vite, et du coup on le remarque aussi à l'échelle de nos vies. C'est parfois effrayant sur certains sites, mais c'est important aussi de redonner de la place à ces écosystèmes littoraux et côtiers, parce qu'il n'y a pas aussi que l'érosion des côtes. Par exemple, en Guadeloupe, nous, on a aussi le risque d'avoir des cyclones de plus en plus forts ou bien des inondations de plus en plus fréquentes. Ces écosystèmes-là permettent aussi d'être le tampon et de nous protéger contre les vents forts, de limiter le risque d'inondation. Donc, c'est vraiment leur donner l'espace aussi, côté terre autant que côté mer, pour pouvoir se développer et nous permettre aussi de nous protéger. Régis, et je vois les questions qui commencent à arriver de partout, donc on y va. Oui, pour toi, la nature. La nature, pour moi, effectivement, Gaëtan et Janice ont expliqué par rapport au littoral, c'est aussi le vivant, ce qu'on va appeler tous les organismes vivants. Et on a sous les yeux une photo où il y a des blocos, mais il y a par exemple de la végétation. Et donc la nature, c'est ces écosystèmes où on a à la fois du végétal et de l'animal. Ça peut être des petits organismes, ça peut être effectivement des petits crabes, des petites crevettes, enfin des choses, des poissons. Donc le vivant, c'est tout ça, c'est tout ce qui nous entoure dans nos écosystèmes marins ou littoraux. Ce sont des êtres vivants, comme nous. On fait partie de la nature, mais on est peut-être un peu au-dessus de la pyramide, un peu de tout ça. Enfin, je ne sais pas par rapport aux enfants si c'est complexe, mais voilà, pour moi, le vivant, la nature, ce sont tous les organismes vivants. Alors, on va commencer à répondre à vos questions parce que je vois que ça commence à arriver de partout. Alors, j'ai une petite... alors, on y va. C'est joli. Alors, on a un CM2 à Niort qui nous demande « Que fait-on pour protéger les maisons et les routes près de la mer ?» Alors là, vous allez voir, je suis certaine qu'ils ont beaucoup travaillé déjà le sujet avant l'émission, donc vous allez voir, ils sont très pertinents. Donc, comment fait-on pour protéger les maisons et les routes près de la mer? Alors déjà, toutes les maisons et toutes les routes en bord de mer ne sont pas menacées. C'est pas le cas partout. Et heureusement pour nous. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on pourra protéger toutes les maisons et les routes qui sont près de la mer? Ou la question... si on la remet dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui pourront en parler avec leurs parents, est-ce qu'on regarde le littoral, par exemple, sur environ une centaine d'années? On pense qu'avant, par exemple, il n'y avait pas de maison au bord de la route, il n'y avait pas de route au bord de la route. Au bord de la mer? Pardon, des maisons, des routes au bord de la mer. Et sans vouloir avoir un regard pleinement critique sur ce qui s'est fait, on peut dire aujourd'hui que l'homme, au XXe siècle, au XIXe siècle, puis au XXe siècle, s'est rapproché, grâce à la technique, aux ingénieurs, et aussi avec beaucoup d'argent, s'est rapproché du bord de la plage, et donc parfois au bord de la falaise. L'exemple du bloco, c'est intéressant, et en part, aujourd'hui, on se fait rattraper par un phénomène d'accélération du dérèglement climatique ou de l'érosion qui a toujours existé. La côte d'Albâtre, là, la photo qui est donc cette côte à falaise blanche en Seine-Maritime, elle a toujours été en érosion. Et historiquement, j'en arrive à la réponse, les gens n'étaient pas implantés au bord des falaises, et il n'y avait pas de route, parce que les gens savaient que ça s'érodait. À un moment donné, on a cru qu'on pouvait tout maîtriser. Et ça nous rend modestes. Il faut qu'on réapprenne cette modestie du vivre que chacun, les sociétés littorales, vivent au bord de la mer, mais que potentiellement, elles se sont surexposées. Elles ont pris des risques. Donc il y a des endroits où probablement, il va falloir déménager. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas tout protéger. Non, c'est impossible. Ça, vous êtes clair là-dessus. Une autre question. Alors, Yann, alors ça, je vois pas très bien, mais c'est un CM1, le cours Bastide. J'espère que je lis bien. Je suis désolée, mais il y a des caractères qui sont un peu petits. Bonjour. Yann voudrait savoir si les tempêtes ont des conséquences sur les fonds marins. Oui. Alors, oui, Janice. Alors, nous, on a des cyclones en Guadeloupe. Oui. Et c'est pour ça que nos barrières de corail sont essentielles, puisque ça rajoute un cran supérieur de protection en plus des mangroves. Et bien sûr, les houles ont un impact sur les coraux. Donc, pendant la période cyclonique, nos coraux sont souvent cassés.
Mais progressivement, ils reprennent le pas et quand tout se passe bien, ils sont censés repousser. Mais avec les effets du changement climatique et la pollution, le plus souvent, ces dernières années, les coraux en pâtissent énormément avec la température de la mer qui est bien trop élevée et on a de fortes mortalités. Donc tout impacte même... Tout est impacté. Tout est impacté. Et ça veut dire que toutes ces barrières qui étaient des barrières naturelles de protection... Progressivement s'effritent, que ce soit au niveau de la mangrove qui est impactée par l'homme, que ce soit au niveau des coraux aussi qui sont impactés par l'homme. Et progressivement, on ne se rend pas compte, mais toutes ces protections-là qu'on avait et qu'on considérait comme acquises s'effritent au quotidien. Et on est moins protégé à l'arrière. Les écosystèmes sont dégradés. Ouais. Ça impacte toutes les espèces qui y vivent. Donc, oui. Donc, un cycle compliqué. Une jolie question aussi d'un CM2. Comment les vagues changent-elles le paysage du littoral? Ah oui, c'est pas forcément facile de comprendre ça. Oui. Comment les vagues réussissent à changer ce paysage? Je pense que, je ne sais pas si la photo est partagée. Il y a une photo qui est partagée là. Ouais, typiquement, ça complète le propos de Janice. Les vagues ont un impact, ce qu'on va appeler, sur ce qui se passe un peu en mer. Et les vagues, quand il y a de la houle, ça peut remanier, ça peut bouger les fonds marins, enlever des algues. Et c'est pour ça qu'après les tempêtes, on trouve des algues sur les plages. Mais quand ces vagues arrivent sur la côte, eh bien, là, typiquement, on voit que ça va enlever ce que j'évoquais tout à l'heure, le végétal, tous les petits écosystèmes, tous les végétaux qui sont sur le bord de plage, en fait, vont être arrachés. Et on le voyait aussi tout à l'heure, la mer rentre dans les marais. Donc elle emmène... Elle emmène du sable, ouais. elle emmène la végétation, elle arrache la végétation, elle emmène du sable. Et puis après, il y a un autre élément. La mer, l'eau de mer, c'est de l'eau salée. Ils le savent, les enfants. Ils ont goûté quand ils vont se baigner. Ils prennent la tasse. Et bien ce sel, il va impacter, il va modifier, il va parfois... il y a des habitats naturels, des végétaux qui ne vont pas supporter le sel. Ah oui, donc forcément, il y a une végétation qui... Et donc, les paysages vont être changés, puisque le sel va potentiellement, dans des marais qui sont dans des marais juste à côté de la mer, peuvent être des marais d'eau douce et d'eau salée, eh bien, cette végétation va être grillée, puis potentiellement va disparaître. Mais c'est une nouvelle végétation qui va arriver. Donc, la question qui était l'évolution des paysages, oui, on a une évolution des paysages. En tout cas, clairement, la mer peut vraiment modifier des tonnes de choses. Alors, je vois qu'il y a énormément... Ah, c'est joli. Pourquoi le littoral? Oh, je pense que... Alors, c'est question de la maman de Camille et il y a un clin d'œil. Janice, tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais alors, on a des questions... il y a plein de questions. Je ne sais pas par où commencer, mais il va falloir qu'on avance un petit peu. Alors, j'ai quand même Charlie qui demande pourquoi le réchauffement climatique entraîne une hausse du niveau de la mer. Quand je vous avais dit qu'ils avaient travaillé le sujet, ils ont travaillé le sujet. Alors, pourquoi? Janice, tu es prête à répondre à ça? Vas-y. Donc, il faut savoir que, notamment dans nos pôles, on a la glace qui est stockée. Donc, nos icebergs, ils sont déjà dans l'eau. Donc, ce n'est pas ce qui va modifier le niveau de la mer. Mais on a aussi un gros stock d'eau glacée sur Terre. Et lorsqu'on a des fontes, en fait, on se retrouve avec une quantité d'eau supplémentaire dans la mer. Ce n'est pas uniquement ce qui explique l'augmentation du niveau de la mer. Il faut savoir aussi que quand il fait chaud, plus l'eau prend de la place. Donc, comme l'eau prend plus de place, donc on a une augmentation du volume de la mer, et donc du coup, ce qui nous crée après des risques de submersion qu'on retrouve après sur nos territoires. Super clair. Alors là, ça va être magnifique. Ok, alors je vous propose, on va lancer un petit sondage et puis on va avancer. On va répondre à toutes les questions. Alors, on voudrait juste savoir si vous pouvez, parce que vous êtes très très nombreux à être connectés, mais pas nécessairement poser des questions. Et on voudrait que vous puissiez nous donner le code postal de votre école. Ça nous permettra de savoir si en fait la majorité des écoles qui se connectent à cette émission sont sur le littoral, ou si c'est un sujet qui intéresse absolument tout le monde. Alors voilà, vous allez avoir 2-3 minutes pour pouvoir répondre à tout ça, et pendant ce temps, on va commencer par la Bretagne. On va commencer à aller faire un petit tour en Bretagne. Je souris parce que c'est l'endroit où j'habite et que je trouve que c'est un endroit forcément merveilleux. On va faire un tour en Bretagne avec Gaëtan. On va être dans les Côtes d'Armor. Donc il y a une côte, voilà, vous avez une petite carte qui s'affiche, où vous voyez bien
bien où ça se situe par rapport à la France. Et puis le petit rond rouge où on part sur la baie de Lancieux. Alors, la baie de Lancieux, voilà, elle est dans ce coin-là. On va aller plus précisément sur le marais de Beausset. Et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, quand on est sur le marais et qu'on regarde devant nous, on a Saint-Jacques-de-la-Mer qui est en face. Bref, c'est magnifique. De toutes les manières, les bureaux de Régis, Janice et Gaëtan sont indécents de beauté. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, on va tout de suite regarder une petite vidéo et ensuite vous pourrez poser plein de questions à Gaëtan. Alors, on regarde la vidéo. L'homme a eu besoin, il y a plusieurs centaines d'années, d'avoir des terres cultivables. Et pour cela, il les a gagnées sur la mer. Et pour les gagner, il a érigé des digues qui permettaient de bloquer l'avancée de la mer et donc de pouvoir cultiver des terres qui étaient hier sous le niveau de la mer. Le marais de Beausset, il n'a pas toujours été comme ça, puisque vous seriez venu avant 2020, vous n'aviez pas du tout une végétation maritime, vous auriez eu des prairies avec des chevaux, des vaches et des moutons sur la partie là-bas aussi. Mars 2020, donc une brèche dans la digue, et c'est à partir de là où la mer a commencé à reprendre ses droits, à réoccuper le territoire que l'homme lui avait pris autrefois. Et au gré des marées et de l'élargissement de la brèche, eh bien, la totalité du polder, on aperçoit les voitures là-bas, jusqu'à la route départementale, s'est retrouvée en mer. Si on avait fait la photo ou la vidéo en mars 2020, eh ben, on n'aurait rien vu, parce que la brèche était au début extrêmement petite. Alors bien avant 2020, plusieurs fois l'ouvrage a bréché. À chaque fois, l'homme est intervenu pour réparer. On a continué à reboucher jusqu'au moment où le Conservatoire du littoral s'est dit est-ce qu'on continue à lutter contre l'élévation du niveau de la mer, qui est inéluctable, ou est-ce qu'on accompagne cette élévation, et donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte que certains de nos terrains aujourd'hui terrestres deviennent demain maritimes. Juste avant ça, il n'y avait pas de sujet, c'est-à-dire que s'il y avait une brèche, on rebouchait, point. L'enjeu était de préserver l'espace terrestre. On a changé de vision des choses il y a une petite dizaine d'années, donc plutôt de lutter, accompagnons, redonnons de la souplesse, redonnons de la vie en fait à ces milieux et à cette interface, recréons une nouvelle ligne littorale et donc accompagnons le niveau de la mer tout simplement. Lutter, ça coûte énormément et en fait c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Jamais. Et un ouvrage comme celui-ci, aujourd'hui, hier c'était le sujet brèche, on bouge pas, mais demain ce serait plus un sujet brèche. Ça serait un sujet auteur de l'ouvrage qui aurait dans tous les cas été insuffisant. Et donc à partir de là, on aurait fait quoi? On aurait commencé à surélever les ouvrages. Donc ça veut dire des volumes de terre, mais juste démentiels. Tout ça pourquoi? Pour préserver un espace naturel au lieu d'un autre. D'où la position du conservatoire, qui était une position d'avenir, qui s'est dit soit on accompagne, soit on lutte. En général, dans la lutte, on perd, surtout contre la mer. Donc accompagnons. À peu près un an après l'apparition de la brèche, en mai 2021, un collègue, le responsable des services techniques de Ploubalay, qui m'appelle, il n'était pas 8h30, pour qu'il m'appelle avant 8h30, c'est qu'il y avait un problème. Et il m'explique qu'en fait, la mer avait complètement submergé le marais en une seule marée, ainsi que la maison, ainsi que la route, ainsi que le poste de relevage, que tout avait sauté, qu'il n'y avait plus d'électricité, et ça en une seule marée. La veille, elle faisait peut-être 15 mètres de large, et là, 30 mètres. Mais au-delà de la largeur, c'est qu'on avait une brèche qui s'était surtout creusée sur plusieurs mètres, en une seule marée. Ce canyon qui a été creusé du jour au lendemain, lorsque la mer partait, typiquement, le milieu était en train de chercher son équilibre hydraulique. Autrement dit, il cherchait la manière dont l'eau allait sortir de tout ça. Et là, on avait des morceaux de bas de digue qui tombaient, mais sur des dizaines et des dizaines de mètres, et on voyait ça qui tombait, mais des trucs de 2-3 mètres cubes. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, ça va s'arrêter où ce truc?
Aujourd'hui, la brèche continue de bouger, elle continue de s'élargir, de se creuser. Le milieu continue tranquillement de bouger. Il n'est pas stabilisé encore. On est maintenant devant une prairie maritime où avant, on avait une prairie continentale, une prairie de l'herbe. C'est mieux, c'est pas mieux, c'est pas à moi d'en juger. Ce que je sais juste, c'est qu'aujourd'hui, on a un marais maritime qui constitue un habitat qui est de moins en moins présent, ou qui du moins subit beaucoup d'altérations de la part de l'homme. Donc on a vraiment un marais maritime vierge de toute activité, avec la possibilité pour toutes les espèces animales et la végétation de s'exprimer en fait. Je trouve que c'est une expérience qui m'a donné de l'espoir. Je trouve que ce site aussi nous ramène un petit peu à notre petitesse d'être humain, du moins cette nécessité de prendre le temps, d'observer, de s'interroger sur notre besoin effréné d'aménager, de faire des travaux, d'imperméabiliser, de construire, parce que c'est extrêmement rassurant pour notre espèce. Donc voilà, d'accepter aussi, que de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise, ça c'est pas du tout non plus instinctif. C'est certain qu'à la place du Marais, si vous aviez eu 150 maisons, la position n'aurait pas du tout été la même. Mais justement, des endroits comme ça où on peut donner de la liberté aux traits de côte, où on peut redonner un espace de respiration à la mer, je pense que c'est des voies sur lesquelles il faut s'engager. Et c'est dans l'intérêt de notre environnement, c'est aussi dans l'intérêt à nous, espèces humaines, en fait. Donc cette nature qui nous environne, qui parfois nous fait peur, faut juste pas oublier qu'on en fait partie, en fait, et qu'il faut l'accepter. Mais tous ces espaces côtiers qui aujourd'hui vont être soumis en première ligne à l'élévation du niveau de la mer, oui, effectivement, dès que c'est possible, il faut au moins étudier cette stratégie de... J'aime pas utiliser le mot recul du trait de côte, d'adaptation, tout simplement. Bon, Gaëtan, quel magnifique endroit quand on était sur ce marais. Alors j'espère que vous avez tous bien compris la situation. Si on la résume, Gaëtan, il y a quelque temps, avant que cette brèche apparaisse dans une digue, donc on était face à un pâturage, il y avait des animaux qui pâturaient, tout simplement. L'homme avait voulu conquérir, avoir un peu plus de terres agricoles ou de pâturage, c'est à peu près la même chose. Il avait construit une digue. Et puis cette digue, pour se protéger de l'entrée de la mer, cette digue ne tenait pas toujours très bien, elle dégringolait, on reconstruisait, redégringolait, reconstruisait. Mais un jour, elle l'a dégringolé fort, c'est ça ? Oui, elle avait déjà dégringolé fort quelques temps auparavant, mais systématiquement, on rebouchait les trous. Et pourquoi on rebouchait ? Tu l'expliques à un moment dans l'interview, c'est-à-dire parce que ce n'était pas pensable à l'époque de voir la mer revenir dans cet endroit. Ce n'était pas accepté. C'est pour ça ? Oui, alors je mettrais... Alors déjà, je vais parler de temps court quand même, parce que je vais parler avant l'acquisition par le Conservatoire du littoral et puis après l'acquisition du marais et de la digue. Avant, on était sur des terrains privés, agricoles, cultivés. Donc effectivement, quand il y avait une brèche, les agriculteurs réparaient, tout simplement pour protéger leur outil de travail. Ils avaient leur culture, ça s'entend. Le Conservatoire du littoral achète cette cinquantaine d'hectares, dont la digue d'ailleurs, et l'acquisition s'est faite dans les années 90. Moi, je suis arrivé quasiment 2010. Quand un trou apparaissait à ce moment-là, ou quand la digue était dégradée, encore, on réparait. C'est-à-dire que le Conservatoire du littoral a mis de l'argent aussi au début pour réparer. Et pourtant, on parle de 2010, pas très vieux. C'est pas très vieux. Ouais. Mais en fait, on n'était pas encore tout à fait au début de ce questionnement qui est, à un moment donné, on va peut-être arrêter de résister, de s'interroger sur la manière dont on va gérer notre frange littorale. Et donc, quelques années après, le Conservatoire et les collectivités, la commune et la communauté de communes se sont mis d'accord sur le fait que s'il y a une brèche, ce sera pas rebouché. Donc là, il y a une vraie
évolution Ouais, complètement, oui. des mentalités, une évolution de la réflexion. Et donc, il y a un moment où les gens ont compris, les élus ont compris que ça ne servait à rien de résister avec cette digue, Oui. que ça serait un sempiternel recommencement qu'il faudrait sans cesse réparer. Et là, ils décident de dire, s'il y a brèche, on laisse. Effectivement. Alors, contexte particulier quand même. La quasi-totalité de la zone aujourd'hui qui est sous l'eau, il y avait une maison. Hein, il y aurait eu Oui, ça 150 répond maisons, à la question qu'on avait n'aurait tout pas à l'heure. du tout été la même. Oui, tout à fait. Donc on avait un contexte favorable Oui. de ce point de vue-là, Oui. et puis aussi parce que le conservateur du littoral était propriétaire de la quasi-totalité de la zone qui allait être sous l'eau. Donc quand vous avez un seul propriétaire et une seule maison inhabitée, c'est facile. C'est plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est plus facile parce que par contre, derrière cette zone-là, on a quand même le bourg de la commune de Bossé-sur-Mer. Du jour au lendemain, quasiment, les gens ont vu leur paysage complètement changer. Avant, la mer, ils la voyaient même pas en fait. Ça faisait pas partie de leur quotidien. Et là, d'un seul coup, elle arrive. Elle arrive chez eux, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui que alors le paysage a changé? Oui. Donc on est passé d'une prairie, une prairie à la mer, avec un marais maritime, et puis la mer qui rentre au fil des marées, qui ressort, etc. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que, en ayant fait cela, en ayant redonné de la place à une nature authentique, on va dire, est-ce que cela protège les maisons qui sont derrière, le bourg qui est un petit peu plus loin? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Alors non, et en fait tout simplement parce que très rapidement le relief s'accentue. C'est-à-dire que même si demain on avait ce qui est annoncé, aux alentours de près 1 mètre d'élévation du niveau de la mer à 2100, dans la mesure où ça monte très vite, la zone d'extension de l'eau va rester très limitée. Donc les maisons qui aujourd'hui sont déjà hors d'eau, elles le seront aussi demain, en 2100. Quoi. D'accord, super. Alors on a plein de questions. Oh, c'est tellement joli. Alors on a à l'école Jeanne d'Arc, est-ce que c'est dangereux de vivre en bord de mer? C'est un vaste sujet, ça. Oui. Question simple, mais pas du tout simple la réponse. Vous diriez quoi? C'est pareil en montagne. Ah, c'est joli. Régis, tu dis la même chose? Janice, pareil? Je pense qu'il y a un certain danger en fonction de la zone. Par exemple, aux Antilles, comme je le disais, on a des cyclones, on a des risques. Mais en fonction du contexte, la population locale est parfois habituée à ces risques et sensibilisée à ces risques. Et je pense que c'est ce qui change. C'est si on habite près de la mer, il faut qu'on soit aussi sensibilisé aux dangers associés et être prêt dans les périodes cycloniques, par exemple. Donc ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, sur tous ces jeunes qui nous écoutent, vous trouvez qu'ils sont peut-être plus en plus sensibilisés au fait qu'il y a des conditions qui font que ça change vite et que il faut le prendre en compte et être capable de s'adapter pour se protéger? En complément de ce que disait Janice, il y a aussi des endroits, par exemple dans le sud de la France, il y a des risques sismiques. Donc je pense qu'on a aussi parfois oublié ce qu'on appelle dans certains pays, comme le Japon ou les Pays-Bas, la culture du risque. C'est-à-dire qu'on a oublié que parfois la nature ou nos écosystèmes ou la Terre en elle-même, elle tremblait, ou il y avait des cyclones, ou il y avait des inondations. Et parce que je pense que parfois l'homme, dans le processus d'urbanisation, il s'est implanté dans des endroits qui étaient, entre guillemets, qu'on va qualifier aujourd'hui de dangereux ou de vulnérables. Et aujourd'hui, du coup, le risque, c'est ça. C'est quand on est allé habiter trop près de la mer ou dans une zone d'avalanche, ou... Alors, les cyclones, on ne peut pas grand-chose. On peut pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est en ça. tout cas, c'est à prendre en compte aujourd'hui. Cette culture du risque, c'est prendre en compte. Non, l'homme ne peut pas tout protéger, se garantir de tout. Il doit accepter ça. Et surtout, ne pas aller construire aujourd'hui dans des endroits dont on sait qu'ils sont inondables ou submersibles. Ça, par contre, il faudrait en tenir compte dès aujourd'hui. Il faudrait arrêter ça. Ouais. On prend encore quelques questions. Est-ce qu'il y a des endroits où le littoral progresse? Alors, j'imagine que ça veut dire que le littoral, on gagne de la terre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne fait que reculer, ou est-ce qu'on a aussi les... Non. À l'échelle d'une plage, on peut avoir la zone de gauche qui recule énormément et la zone de droite où on appelle ça de l'accrétion. C'est quand on a un dépôt sableux qui se fait sur une plage.
La problématique, c'est que les zones de dépôt sont moins importantes que la quantité de sable qu'on gagne est moins importante que la quantité de sable qu'on perd. Et c'est pour ça qu'on parle de déficit. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de recul du trait de côte, puisqu'on gagne moins que ce qu'on perd. Mais est-ce que ça veut dire que pour que ça puisse s'agrandir, est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit libre de toute construction, etc., qui peut empêcher ce trait de côte de bouger? Ou est-ce que dans tous les cas, ça se ferait? Est-ce qu'il faut qu'on soit quand même libéré de tout type de construction, ou pour que ça progresse? Je pense que quand on entend est-ce que les endroits où la mer, en fait c'est souvent avec les fleuves, quand il n'y a pas de barrage dans les fleuves, il y a ce qu'on appelle les apports sédimentaires, du sable qui vient de l'érosion des montagnes, ou des montagnes ou des collines, hein, bien évidemment pour l'outre-mer et nos collègues d'outre-mer. Et cette érosion liée à l'eau va entraîner des petits graviers, puis des gravillons, puis des sédiments qui vont arriver jusqu'à la mer. Et parfois, oui, il y a des endroits où, on va appeler ça un delta en géographie, hein, pour les enfants, ça apporte du sable. Et là, du coup, la côte, elle avance. Et là, c'est naturel. Il n'y a plus beaucoup d'endroits en France où ça arrive, quasiment plus. En France métropolitaine, je pense pour les Outre-mer, c'est pareil. Et puis, à travers le monde, on prélève beaucoup de sédiments. Et donc, du coup, avec à la fois l'élévation au niveau de la mer et les sédiments qu'on va prélever pour faire du béton, des murs, des routes, partout, dans beaucoup d'endroits, nos littoraux sont en train de se réduire, se rétracter, se devenir plus petits. Enfin voilà, en tous les cas, des phénomènes d'érosion. Donc ça existe, mais c'est très peu commun. En tout cas, il y a quelque chose qui transparaît dans tout ce que vous dites, c'est que vous êtes toujours en train de parler de ça avance, ça bouge, ça recule. C'est-à-dire, vous parlez du littoral comme de quelque chose qui est en mouvement. En fait. Et on a rarement l'habitude de parler du littoral comme de quelque chose qui est en mouvement. On a toujours l'impression que, crac, la plage, elle a été là, elle a toujours été là, je l'ai toujours connue, et ça a toujours été comme ça. Et puis un jour, je me rends compte qu'elle est plus petite, et ça m'étonne. Vous êtes toujours en train de parler d'un littoral qui bouge, qui ondule, qui se rétracte, qui s'agrandit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui c'est vraiment important à faire passer comme notion auprès des jeunes. Pourquoi vous diriez que c'est important, justement, qu'ils comprennent qu'il n'y a rien de figé, en fait, dans la nature? En fait, c'est juste nous qui sommes figés. C'est nous qui voulons figer les choses, ça s'arrête là. C'est vrai que, par exemple, des plages, on peut avoir l'impression qu'elles ne bougent jamais. Parce que parfois, on voit même plus qu'on a été construire un mur en béton juste derrière. Et en fait, c'est juste ça qui, aujourd'hui, ne bouge plus. Mais oui, les plages, ça le bouge. C'est une lisière, c'est comme la lisière de la forêt. Ça marche de la même manière. En fait, c'est des espaces de transition. Par définition, une notion de transition, ça bouge. Et ça, c'est important de ne pas en avoir peur, en clair. Non, bien sûr. Ouais. Ça fait juste partie des cycles naturels. Bien sûr. Il faut vivre avec. Bien sûr. Ouais. Alors, on va prendre une autre question. Est-ce qu'il y a quelles sont les régions de France qui sont touchées par les catastrophes naturelles? Quasiment toutes, non? Quasiment toutes, Janice? Je ne sais pas. Après, voilà, il y a les montagnes, il y a des endroits où il peut y avoir des avalanches, il y a des endroits dans les vallées, il peut y avoir des inondations. Ouais. Et puis sur les côtes, sur les littoraux, il peut y avoir des vagues et des submersions. C'est une approche très catastrophiste, du coup. Oui. Mais nous, en Guadeloupe, on a tous les risques sans avalanche. Vous n'avez pas les avalanches, oui. Ok. Une autre question. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser la mer évoluer naturellement et ne pas lutter contre? Oui, mais... Alors, Janice, vas-y. La Guadeloupe, c'est un territoire insulaire, donc l'essentiel des habitations sont le long du littoral, puisque l'essentiel de notre territoire, c'est du littoral. Et bien sûr, faire la translation de la population, donc demander aux gens de déménager dans des quartiers moins à risque, plus dans les terres. On n'a pas forcément le foncier, les espaces nécessaires pour de nouvelles constructions à l'intérieur des terres. Donc, on veut bien, ça aurait été bien de pouvoir donner la place à l'écosystème, mais il faut comprendre que nos écosystèmes côtiers sont en sandwich entre la mer et l'urbanisation. Donc, on essaye autant de faire ça que de bloquer l'urbanisation pour qu'elle ne grignote pas le littoral. Mais si la mer recule ou bien si le niveau de l'eau augmente, en fait, les écosystèmes sont un peu écrasés par tout ça. Ok.
Super, super. Alors, Martin et Gauthier demandent quel est le lieu le plus touché par le réchauffement du climat. Janice lève la main. Oui, ben, ce sont les zones tropicales qui sont les plus touchées. Pourquoi? Alors, je pense que c'est aussi nos différences météorologiques qui font que nous, on va observer par exemple de plus gros cyclones ou bien des pannes d'alizés qui nous causent des nuages stationnaires. Donc, dans les milieux insulaires tropicaux, généralement, c'est là où on remarque les plus fortes différences. Mais, bien sûr, ça se voit maintenant sur tous les territoires. Ouais, ok. Vous êtes d'accord avec la réponse de Janice? Oui, pour les Outre-mer, oui. Et puis après, il y a des secteurs qui vont être plus vulnérables que d'autres. Ce que disait Gaëtan tout à l'heure, ce qu'on appelle les zones basses. C'est ça. Ouais. Dès qu'il y a des phénomènes exceptionnels ou des tempêtes, Bas, ça veut dire bas par rapport au niveau de la mer. Pardon, Ouais, excuse-moi, oui. ouais. On va avoir du coup des conséquences pour les humains importantes. Parfois, ces conséquences sont importantes pour les écosystèmes, mais les écosystèmes, quand c'est un véritable espace naturel, et comme disait Gaëtan, il n'y en a plus beaucoup, ils peuvent être cette capacité de se régénérer, de se refaire, ce qu'on va appeler, avec une expression qui est un peu compliquée, de la résilience. Ils vont pouvoir ou évoluer. Mais comme disait Janice un instant, quand il n'y a pas de place pour la nature, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais, il y a des endroits au niveau de la Terre où c'est majeur. La fonte des pôles est aussi un endroit où ça évolue très fortement. On parle du Groenland en ce moment pour d'autres raisons, mais c'est des endroits où ça bouge beaucoup et c'est majeur. Ouais. Le sujet est quand même grave. Alors, on a une jolie question aussi. Jeanne Poli qui demande quelles sont les causes du réchauffement climatique. Ah. Là, on ne va pas pouvoir... Hein. Si, c'est un fait scientifique. Si. C'est l'action de l'homme. C'est les émissions, on appelle ce que des émissions essentiellement de gaz carbonique, mais aussi d'autres gaz, des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. C'est notre activité, et notre activité est en augmentation depuis 150 ans. On est ce qu'on appelle presque une création d'une nouvelle ère géologique qui est l'Anthropocène, donc une époque liée à l'activité ou à la suractivité humaine. Et cette activité, elle génère beaucoup de gaz, et ces gaz rentrent dans l'atmosphère et participent au réchauffement qu'évoquait tout à l'heure Janice. Et donc la fonte des pôles. Un joyeux couvercle, en fait. C'est ça. Ouais. La fonte des pôles, l'augmentation de l'eau, l'augmentation des phénomènes extrêmes. Donc voilà, on est en partie responsable, et c'est pour ça qu'on a des logiques de politique publique, d'atténuation, de réduction des gaz à effet de serre. Donc pour ça qu'il y a des demandes de limiter les déplacements ou d'utiliser d'autres modes de transport collectif plutôt que le transport individuel. Puis après l'atténuation, il y a l'adaptation. Comment on va devoir aller plus vite dans l'adaptation, parce que du coup, les phénomènes sont assez irréversibles. C'est clair. Alors, on va avancer un petit peu. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure, on l'a perdu la question sur Basse-Terre. Voilà. Donc, c'était une petite transition. Après la Bretagne, on part en Guadeloupe. Alors, ça, c'est la fête. Hein. On traverse l'océan Atlantique et on part en Guadeloupe. Alors, nous voilà en Guadeloupe. On va plus précisément, Janice a parlé de Jarry, qui est une ville qui est en face de Pointe-à-Pitre, à peu près, qui est vraiment sur le littoral, qui est au pied de la mer, quoi, vraiment. Oui. Mais avant ça, Janice, tu vas nous expliquer, parce qu'on dit Basse-Terre, il faut que tu nous expliques un petit peu. Donc, si on voit les cartes suivantes, que la Guadeloupe, c'est quoi? Alors, la Guadeloupe, c'est un archipel composé de 7 îles, et on a 2 grandes îles principales. Donc, à gauche, la Basse-Terre, qui est une île plutôt volcanique, montagneuse, et à droite, la Grande Terre, plutôt calcaire. Et si on dit Basse-Terre, c'est parce qu'elle est physiquement plus basse ou pas? Pourquoi on l'appelle Basse-Terre? Je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai oublié. D'accord. Mais c'était dû à l'arrivée des hommes en Guadeloupe. D'accord. Si on regarde les cartes suivantes, Sylvain va nous montrer d'autres cartes. Donc là, on voit bien. Donc, ce qu'on revoit à gauche et à droite, à gauche de l'écran sur l'image, c'est l'île de la Basse-Terre. Et donc, on voit un petit bout de Jarry qui est là. C'est ça, Jarry, un peu plus au sud, mais cette image-là montre aussi que les 2 îles principales sont reliées par 2 ponts.
Voilà. Donc, il faut passer par 2 ponts pour pouvoir aller d'une île à l'autre. Après, les ponts passent au milieu de la mangrove. Et puis, dans le sud, ici, la petite pointe qu'on voit ici, c'est la zone de Jari qui est La pointe qui est au milieu de l'écran. Exactement. Mais ce qui veut dire que ce qui passe entre les deux, c'est la mer. Oui, C'est de l'eau exactement. salée. C'est important de comprendre. Oui. Et ce que l'on voit, les taches vertes foncées, c'est ce que tu appelles la mangrove. C'est ça. D'accord. Et ça, on va revenir sur ce qu'est la mangrove, cette forêt qui est bien particulière. On va revenir dessus. Alors, on va revoir une autre carte pour bien comprendre une carte où on va passer d'une année à l'autre. Alors, là, on prend le temps. Donc, en fait, on est à Jari. Dans les années 1950. Dans les années 1950, on voit Pointe-à-Pitre qui est complètement à droite. Et en fait, à Jari, mais là, il n'y avait pas d'habitation. Ben, comme on peut le voir, Jari est situé dans la commune de Bemao. Et on avait essentiellement de l'agriculture, donc principalement des usines sucrières, notamment au niveau du sud-ouest de Jari, et ensuite principalement de la mangrove et de la forêt marécageuse, donc principalement des zones humides. D'accord, donc vraiment un espace naturel là, naturel, un peu cultivé, mais on avait beaucoup de place. Voilà. Et puis, donc Sylvain va nous montrer maintenant l'image, voilà, qui se découvre peu à peu, et là. Oui. Qu'est-ce qu'on voit, Janice ? Là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a eu vraiment une croissance de l'urbanisation à Jari. On remarque aussi que les champs de canne à sucre sont aussi devenus urbanisés. Et puis la mangrove et la forêt marécageuse ont c'est vraiment très réduit. Donc l'urbanisation a grignoté pendant plusieurs années ces écosystèmes. Et comme on peut le voir dans la vidéo, que c'est flagrant. Donc, cette urbanisation croissante, elle s'est faite aussi par rapport à la présence du port qui était situé au niveau de la pointe Jari. On a beaucoup de proximité avec la ville de Pointe-à-Pitre. Et puis, on était aussi dans une croissance économique forte dans cette période entre 1950 jusqu'à nos jours. Et quand on remarque aussi, on avait aussi un fort risque lié à notre volcan qui est situé sur l'île de la Basse-Terre, avec l'éruption de 1916. Donc ça explique aussi pourquoi il y a eu cette volonté d'installer autant d'entreprises et d'infrastructures à ce niveau qui est un peu plus central, qui c'était un peu plus simple économiquement à l'époque de centraliser tout ça. Mais bien sûr, ça s'est fait au détriment de l'écosystème. Mais il faut expliquer aussi qu'à l'époque, la vision qu'on avait de ces écosystèmes-là, c'était des surfaces inutilisées, aussi qui avaient souvent des connotations négatives, sales, etc. Et on ne comprenait pas non plus les enjeux liés à la destruction de ces écosystèmes-là. Ouais, super. Alors, on doit voir la Guadeloupe qui est quand même connectée parce que Basse-Terre tire son nom de sa situation géographique et du vocabulaire marin désignant une terre protégée des vents. Merci. Voilà. Merci à la classe qui nous répond. OK. Alors, on va avancer un tout petit peu dans ce qui se passe. On a vu l'évolution de Jari. Là, et on va voir alors là, on voit de la mangrove, mais avant de rentrer là-dessus, on a une petite vidéo qui a été réalisée avec un drone pour bien montrer Jari, un peu vue du ciel, pour bien comprendre la place en fait des habitations avec la végétation. Donc on va regarder cette toute petite vidéo que tu vas commenter en même temps. Alors c'est pas la carte, là on y retrouve, et maintenant nous voilà. Allez, on est parti en Guadeloupe, là c'est quand même le bonheur. Hein. Oui. Donc, on voit bien la route. Donc, tout ce qui est vert, c'est de la mangrove, c'est ça ? Donc, tout ce qui est vert de part et d'autre de la route, on est sur de la mangrove. D'accord. Donc, on est sur le long de la voie 0. Donc, c'est l'entrée qui est la plus proche de Pointe-à-Pitre, donc qui était la plus à droite sur la carte. D'accord. Et on voit vraiment qu'on a une rupture très franche entre l'écosystème et ensuite l'urbanisation. Ah oui, c'est vraiment au ras, quoi. Voilà, c'est ça. Ça vient couper dans l'espace naturel. Et là, on a une vue sur la baie de Pointe-à-Pitre, on voit le port au fond. Et donc, du coup, ça crée une zone très concentrée. Et Jari, on est vraiment sur 30% de l'économie de la Guadeloupe.
Donc, beaucoup d'entreprises. Et bien sûr, chaque entreprise est composée d'un certain nombre d'employés. Donc, ça crée bien sûr des embouteillages monstres le matin et le soir. Et il faut comprendre qu'on est vraiment très proche du niveau de la mer. Donc, la route qu'on voyait sur l'ancienne vidéo, ouais. ben, on voit bien que c'est une route aussi qui peut être inondée en partie simplement à marée haute. D'accord. Sans qu'il y ait un événement. Sans qu'il y ait un événement pluvieux. D'accord. Donc, on a un fort risque d'inondation dans la zone. Donc, cette route-là qu'on voit. C'est ça. Voilà, OK. Alors, on va expliquer, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe là-bas et le projet qui a été mené par le Conservatoire du Littoral, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On va revenir sur... on va rentrer un petit peu quand même dans la mangrove, on va voir un petit peu tous les animaux, enfin tous, quelques animaux en photo. Donc là, alors ça c'est avant l'animation. Il va falloir que tu nous expliques quel est le projet J'arrive. Donc on va voir une courte petite animation qui va expliquer le projet qui est mené sur la Guadeloupe. Donc on lance la petite animation et après on revient sur tout ça. La zone industrielle de Jarry concentre plus de 3500 entreprises. C'est le poumon économique de la Guadeloupe. Mais sa construction s'est faite aux dépens de la nature. Pour se développer, les entreprises ont coupé et remblayé la zone humide, allant parfois jusqu'à occuper le domaine public. Entre 1950 et 2020, la forêt marécageuse et sa mangrove ont perdu plus du quart de leur surface. Les milieux naturels de Jarry sont très menacés, notamment par la pollution. Le Conservatoire du Littoral a initié le projet J'arrive en 2016 pour protéger et restaurer la zone humide de Jarry. Des discussions sont menées avec les entreprises qui occupent les terrains du domaine public afin qu'ils soient libérés puis restaurés et permettre ainsi le retour de la forêt. Un sentier sera aménagé autour de l'espace naturel. Car au-delà de leurs intérêts écologiques, les zones humides nous protègent. Elles filtrent les pollutions, forment une barrière naturelle face aux événements climatiques et préviennent les inondations. Les nous qu'a protégés mangrove à Jarry, nous qu'a protégés nous. Janice, c'était super clair. Donc, on a bien compris ce qui se passait à Jarry, hein, un programme absolument extraordinaire. En plus, aujourd'hui, vous allez avoir de la chance parce qu'on a reçu les dernières photos de ce projet. Donc, vous allez vraiment comprendre d'où on est parti. Alors, avant d'aller vraiment sur le cœur du projet, on va regarder un petit peu quelques photos sur la mangrove. Alors, cette mangrove, c'est quoi ? Donc, c'est une mangrove, mais c'est une forêt, les pieds dans l'eau. Donc, ce sont des palétuviers. Qui ont la capacité d'accepter de l'eau salée. C'est ça. Ils ont la capacité de survivre dans de l'eau salée, saumâtre. On retrouve plusieurs espèces, mais on en a 4 communément retrouvées en Guadeloupe. Il y en a 4 autres qui sont beaucoup plus rares. Et donc là, par exemple, sur la photo qu'on voit actuellement, on est sur des palétuviers rouges. Donc on les reconnaît avec les racines échasses. Donc ce sont généralement les palétuviers les plus... connus, les plus reconnus. On appelle ça des racines échasses parce que ça fait des grandes racines comme ça qui font comme des grandes pattes, comme pour les oiseaux, les grues, etc. C'est ça ? Et ça permet aussi à l'arbre d'être stable dans le substrat, dans le sol meuble, puisqu'on est vraiment sur un sol très inondé. Et ça veut dire que même grâce à ce système qu'il a réussi à développer au fil des millénaires, quelles que soient les vagues, quelle que soit la houle, il est bien ancré dans le substrat avec ses racines et il tient bon, c'est ça ? C'est ça, ça lui permet de tenir bon et ça permet aussi d'avoir un enchevêtrement de racines qui aussi nous protège bien sûr de l'autre côté terre, lorsqu'il y a la houle. Et c'est pour ça que cet écosystème est important. Donc la carte ici présente un peu une étude qui a été réalisée sur Jarry qui montre un peu qu'est-ce qu'on retrouve. Donc on a les différents types de palétuviers en fonction des couleurs. Donc déjà l'écosystème mangrove, on va retrouver plusieurs espèces qui vont s'agencer en fonction de la salinité, en fonction de la hauteur d'eau. Et donc, on n'aura pas forcément les mêmes espèces de palétuviers, par exemple, le long de la mer, où on aura plutôt palétuvier. Donc là, on retrouve du palétuvier blanc, mais on aura aussi du palétuvier rouge. Et un peu plus dans les terres, où on peut retrouver du palétuvier noir, du palétuvier gris. Ce qui veut dire que naturellement, la nature a tout fait pour que tout ça s'équilibre
C'est ça. et protège. Chacun à sa place. C'est chacun sa place et chacun protège l'autre. Et tout est fait pour se protéger finalement de la houle. Et dans un deuxième temps, en arrière de la mangrove, donc comme je disais, tout est connecté. Donc la salinité diminue, on a un peu plus d'eau douce et on va retrouver la forêt marécageuse. D'accord. Ce qui veut dire que, bien entendu, quand on a vu les premières cartes où on voyait tout ce qui a été détruit pour construire, urbaniser, mettre des entreprises, etc., c'était au détriment de cet équilibre des écosystèmes qui était vraiment fondamental en réalité. Exactement. Et l'objectif du Conservatoire du littoral, dans le cadre du projet J'arrive, c'est vraiment de préserver ce qu'il nous reste, préserver ces 260 hectares restants, parce que ce sont des écosystèmes tampons. Ce sont des écosystèmes, on a vraiment besoin d'eux à Jarry, notamment pour le risque d'inondation. Ça ne va pas forcément améliorer la situation, mais en préservant ce qu'il nous reste et en ne la détruisant pas, ça nous permet aussi de ne pas aggraver le risque d'inondation, sachant que, comme vous avez vu, on a des voies d'entrée, on a 3 voies d'entrée dans Jarry. Si cette zone verte disparaît, ça pose aussi un problème sécuritaire pour la population. Bien sûr. Encore bien sûr. plus qu'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, on va regarder quelques images aussi des petites bêtes. Des petites bêtes qu'on retrouve dans la mangrove. Donc, on a pas mal de... Alors, raconte-nous, ça c'est quoi? Donc, c'est une aigrette. D'accord. Donc, il faut comprendre que les palétuviers, les arbres, eux, ils forment la structure, un peu l'habitat de tous les autres animaux qu'on va retrouver. Donc, on retrouve beaucoup d'oiseaux en mangrove qui nichent, donc une autre aigrette, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de poissons. On a aussi des crabes. Ben oui, parce que c'est des cachettes incroyables. Là, sous les racines, il n'y a pas mieux comme habitat. C'est ça, des chauves-souris. Ah oui, et elle est énorme celle-là, non? Non, elle est toute petite. Elle est toute petite en réalité, Oui. d'accord, ok. Elle est toute petite, ce sont des chauves-souris frugivores. D'accord, qui ne mangent que des fruits. Que des fruits. Et là, on a par exemple le crabe des palétuviers. Donc lui, il est essentiel. Il est essentiel surtout pour nos restaurations de sites à nous. Pourquoi il est essentiel? Puisque quand on a un terrain à nu qui est semi-inondé, il va faire des galeries qui vont permettre d'aérer le sol. Et ensuite, les palétuviers pourront pousser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc lui, c'est mon préféré. C'est ton préféré. Lui, il fait le travail. C'est mon préféré. Mais il faut comprendre aussi que ces écosystèmes, ce sont de réelles nurseries. Donc, on a des espèces en Guadeloupe où ce sont des espèces qui font une partie de leur cycle de vie dans la mangrove ou dans la forêt marécageuse, notamment les juvéniles, et qui retournent après en mer, par exemple. Ah oui, donc c'est vraiment, c'est le berceau, en fait. C'est ça. Et après... Mais l'essentiel de nos espèces consommées ont ce cycle de vie-là. Donc, en préservant ces écosystèmes-là, ça nous permet aussi à nous d'avoir aussi, pouvoir maintenir la pêche, maintenir les stocks, maintenir en bonne santé les autres écosystèmes, parce que tout est lié. Et donc, du coup, ça a un impact aussi sur les récifs coralliens, les herbiers, voilà. Et tout est interconnecté. Voilà, tout est interconnecté. Donc, si tu mets à mal quelque chose, c'est comme des dominos, t'en fais tomber un, pof, 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 tout tombe. C'est super. Alors, on va regarder un petit peu plus particulièrement donc, le projet, enfin, un des projets de J'arrive. Tu vas nous expliquer, donc on va regarder les photos qui sont sur un site. Alors, raconte-nous ce site pendant qu'on va commencer à les regarder. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder sur ces photos? Raconte-nous. Alors, il faut regarder la petite zone en tuf, ici. C'est quoi en tuf? C'est un matériau au sol blanc. C'est ce qui est en plein milieu, comme une mare blanche. C'est ce qui est en plein milieu. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui est complètement à droite, où ça a l'air d'être plein de voitures. Nous, on est en plein milieu. Donc, on a un petit endroit, là. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut se dire qu'avant, c'était une ancienne station-service. D'accord. Qui était bien sûr souvent inondée. Ils avaient même une pompe pour permettre à la station de rester hors eau. D'accord. Et bien sûr, la décision, c'était de demander à l'entreprise de libérer ce site. Donc la station a été totalement démantelée. Ça, c'était dans la volonté de renaturer, de redonner de la place à la nature. Exactement. Et comme on le disait, d'arrêter de lutter contre aussi. Donc c'était vraiment un espace
occupé par une station. Et aujourd'hui, donc avec une photo drone, on voit comment c'est aujourd'hui. Donc, c'est de l'eau salée ou de l'eau douce qui est dedans? C'est de l'eau salée. D'accord. Parce qu'on est très proche de la mer, donc on a quand même une salinité qui arrive. Donc au lieu d'avoir des pompes pour ôter l'eau de mer, on laisse l'eau de mer s'installer là. Oui. Et aussi, on redonne de la place à l'écosystème. Donc, c'était comme ça en 2019. Ah oui, bien inondé. Ensuite, il y a eu le démantèlement de la station, mais il restait encore la dalle. Et bien sûr, en 2024, on a cassé la dalle, enlevé les pompes, tout a été retiré. Et bien sûr, l'entreprise a décaissé. Donc, ce qui se passe... Alors, explique ce que ça veut dire décaisser, parce qu'on va voir des images après qui sont saisissantes. Alors, ça, c'était quoi? Raconte. Alors, pour le décaissement... c'est surtout le fait de retirer les terres qui ont été mises pour assécher la zone. Donc, ce qui se faisait, c'était on arrive dans l'écosystème inondé et on mettait des remblais, donc de la terre ou autre chose. Donc là, c'était franchement des déchets? Là, sur ce site, c'est une autre situation. C'est vraiment une entreprise de tri de déchets qui, dans les années 2018, enfin, qui triait pas grand-chose, là. Voilà. Donc, on avait des monticules de déchets de 4 à 5 mètres de haut. Les déchets n'étaient pas forcément triés. Le site n'était pas forcément pensé clairement. En plus, il devait y avoir des pollutions incroyables. Exactement. D'huile. Et ces entreprises, en fait, empiétaient sur le domaine public. Donc, le Conservatoire du littoral, on est tous allés vers eux pour leur demander de libérer le domaine public. Donc, ça a pris beaucoup de temps, de discussions, d'échanges, de négociations, de patience. Mais aujourd'hui, ça ressemble à ça, depuis quelques semaines. Ça veut dire que là où on voyait les piles de déchets aussi hautes que les arbres, maintenant, c'est l'eau qui est là. Exactement. Alors ça, c'est de l'eau douce ou c'est de l'eau salée? Donc là, on est plutôt sur de l'eau douce parce qu'on est un peu plus en amont. D'accord. Et on a vraiment un bon apport d'eau pluviale. D'accord. Mais on est quand même en bordure sur de la forêt marécageuse. Donc, en fonction de la marée, ça peut changer. Oui. Et en fait, sur le site, les entreprises ont remis en état à leurs frais. Donc, ça a pris du temps, beaucoup de discussions. Mais ça montre aussi que c'est possible de faire chemin inverse. Mais c'est toujours plus facile de ne pas dégrader que de restaurer. C'est clair, c'est clair. Magnifique. Oh là là, ce tour en Guadeloupe était bon. Allez, il faut absolument qu'on réponde à plein de questions et puis qu'on passe au dernier sujet. Je vois le temps qui passe à une vitesse folle. Alors, on a un CM2 qui nous dit « On a l'impression que la Guadeloupe va se séparer en deux, enfin en 8 du coup. Est-ce prévu ?» C'est joli comme question, j'adore. Non, la Guadeloupe ne va pas se séparer, mais c'est vrai que comme on a ces deux grandes îles principales avec un pont, quand on y circule, on a vraiment l'impression que les îles sont collées. On a tendance à oublier que la mer passe en dessous. Donc vraiment, on est sur un archipel. Donc on a aussi les îles des Saintes, Marie-Galante, la Désirade. Donc ça ferait aussi des doubles insularités pour ces territoires. Mais je vous invite tous à venir découvrir. Mais on part tous, hein, on se met tous dans ta valise. Une petite question de Pau et de Cléo. Y a-t-il beaucoup d'inondations à Jarry? Oui. Ah, oui, mais c'est un oui franc. Oui, c'est un oui franc. Ça veut dire beaucoup, mais c'est quoi beaucoup? C'est tout le temps ou... Comme je l'expliquais, en fonction de la marée haute, on peut avoir des voies qui sont inondées. S'il y a une simple pluie, on est vraiment sur des zones qui sont très urbanisées et très artificialisées. Très peu de canaux d'exutoire d'eau de pluie. Donc on a vraiment beaucoup d'inondations sur la zone Pointe-à-Pitre, Jarry, puisque ce sont aussi des zones où on est sur des plaines, en fait. On est vraiment des hauteurs qui sont très proches du niveau de la mer. Donc, il suffit que ça monte de quelques centimètres avec des pluies importantes et on a des inondations à Jarry. C'est une très grosse problématique. Et c'est pour ça que la population commence à être de plus en plus sensibilisée aux problèmes du changement climatique puisqu'ils sont tout souvent au quotidien confrontés à ces problématiques. C'est problématique, c'est clair. Alors, on va prendre une autre petite question. Est-ce que c'est à cause des pluies que la mer monte? Et puis, on va faire une transition vers la Normandie. Ce qui ne veut pas du tout dire que je pense qu'il pleut tout le temps en Normandie.
en réponse. vers la Bretagne. Bon, Alors, est-ce que c'est à cause de la pluie que la mer monte? Non. Non, Le ça, réchauffement global, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt la fonte, et Janice l'a dit, c'est plutôt la fonte des glaces qui sont situées en hauteur qui fait augmenter, plus la dilatation, l'augmentation de la chaleur des océans qui participent plutôt à l'élévation. La pluie, c'est un phénomène plutôt naturel lié au vent, au cycle air chaud, air froid. oui, donc c'est pas ce C'est pas phénomène-là qui y concourt. Une autre question. Est-ce que les animaux du littoral sont touchés quand le paysage, je vais y arriver, quand le paysage change? Y a-t-il des espèces qui ont disparu? Alors, moi, je prends le cas de la vidéo qu'on voyait tout à Du l'heure. marais, oui. Quasiment du jour au lendemain, on est passé d'une prairie à un marais maritime, donc à une zone salée. Lors de la première grande submersion, on avait dans ces prairies, d'ailleurs qu'on ne voyait pas spécialement à l'œil nu, mais sous terre, il y a aussi tout un panel d'animaux qui vivent, dont des orvets, qui sont comme des petits reptiles, des petites vipères. Et quand il y a eu la première submersion, ils n'ont pas eu le temps de partir en fait. Ben Donc on avait des cadavres d'orvets, pas des centaines et des centaines, mais un peu partout. Oui, Ouais. effectivement. Et là, aujourd'hui, Et ils ne seront plus jamais là, puisque maintenant on a un oui, milieu ils ont salé. bien senti que c'était salé, donc ça ne leur convient pas comme habitat. C'est ça. C'est clair. Maintenant on a autre chose. Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est un changement de nature. Voilà. C'est un changement de nature. Oui, ok, super. Que peut-on faire pour arrêter le réchauffement climatique? On ne peut pas l'arrêter. Oh, Janice. Oh, d'accord, je vais expliquer pourquoi. L'effet du réchauffement climatique, c'est un processus naturel que l'homme accélère. Donc, on peut le limiter, mais étant donné que c'est un processus naturel, normalement, il se fait à échelle de centaines et centaines de millions d'années, mais c'est juste que nous, on l'accélère. Par contre, on peut réduire notre impact au quotidien pour arrêter de l'accélérer, justement. Mais normalement, les écosystèmes étaient faits justement pour être résilients, mais à des échelles de temps beaucoup plus longues. Pas à l'échelle de temps de 10 ans ou de 20 ans, c'est beaucoup trop rapide. Et la nature n'a pas le temps de C'est ça. s'adapter. là, en Donc, fait. Ça va trop vite pour elle. Ouais. Le changement climatique, ce n'est pas en soi la plus grosse problématique, c'est vraiment nous, notre impact, les humains en fait. C'est notre impact qui fait qu'avec l'accélération des choses, ça va beaucoup trop vite. Bien sûr, c'est clair. Ça c'est... Alors là, on a une question super technique. Hein. Oh, on a un petit message en créole. Alors attends, mais j'ai peur de dire... Merci pour réponse là. Ah, merci pour la réponse. Ah, c'est joli, mais merci pour le créole, merci mille fois. Quelle est la différence entre érosion marine et érosion éolienne sur les côtes françaises? Marine, la mer, Ouais, éolienne, éole, le vent. d'accord. C'est ça. Donc on peut vraiment parler d'érosion Éolienne, oui. à cause du vent. Oui, notamment sur, on va prendre les côtes atlantiques où il y a beaucoup de sable. Tout le monde a un peu en tête, par exemple, la dune du Pilat. Vous l'avez tous en tête? Oui. Un gros tas de sable. Un gros- Oh, pardon, ils vont être Non, choqués. ils ne vont pas être contents. Nos amis girondins vont être choqués. Gros tas de- Non, la plus belle dune de France. In extremis, hein, Ouais. Régis. Eh bien, quand il y a beaucoup de tempêtes, et des tempêtes qui sont de l'ouest, parce que la dépression, le vent arrive de l'ouest, eh bien, c'est de l'érosion éolienne. Le vent emmène les grains de sable par grain de sable, et ça retombe un peu derrière. Et c'est pour ça que ça, entre guillemets, submerge la forêt artificielle de sapins et de pins qui est derrière. Mais ça a toujours existé. Par exemple, dans le Sahara, c'est de l'érosion éolienne. Voilà, c'est des grains de sable qui se déplacent. Qui arrive chez nous. En brume de sable. C'est ça, super. Une question, et puis on file en Normandie. Je dis plus rien alors. Quels sont les avantages et les limites des solutions dites douces? Par exemple, replantation de végétation, rechargement de plages pour lutter contre l'érosion littorale. Quand je vous ai dit que ça travaillait fort, c'est que là, on a des grands spécialistes. Oui. Bon, là, on est loin, hein, on est prof de lycée quand même. Non, mais moi, je suis contente de cette question parce que c'est bien de parler de limites. Parce que généralement, lorsqu'on est dans des opérations de réhabilitation, généralement, les gens nous disent « Ah, mais du coup, ça va vraiment fonctionner, ça va empêcher l'érosion ou bien ça va empêcher les inondations. » Et c'est bien de temporiser les propos. On peut agir,
notamment sur Jarry. On peut agir, on fait des décaissements pour redonner la place à l'eau, ça donne un peu plus de place pour les inondations, etc. Mais est-ce que ça va résoudre tout? Non. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser en complémentarité avec d'autres opérations, d'autres projets, avec d'autres partenaires. Notamment penser un peu à tout ce qui est bassin versant de Jarry, par exemple, puisqu'on a des exutoires qui ne sont pas réalisés ou qui sont bouchés, qui sont sous-dimensionnés, puisque le niveau d'eau, la quantité d'eau reçue au quotidien est beaucoup plus importante qu'à l'époque. Donc, nos opérations ne vont pas forcément régler tous les problèmes. Ce sont vraiment des techniques douces et les solutions fondées sur la nature. C'est aussi un concept qui est assez récent et qui est aussi expérimental. Donc, on teste au quotidien pour voir comment et quel impact réellement positif on a sur nos écosystèmes, sur nos milieux. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment temporiser, à dire c'est en test. Ça ne va pas tout arranger. C'est important de le dire. Et ça fait quand même le lien avec le premier sujet qu'on a vu, Gaëtan, avec le marais de Beausset, où c'est en effet facile, entre guillemets, sur une zone où il y a peu d'enjeux, il n'y avait qu'une habitation, que le Conservatoire du littoral propose à ce moment-là de faire cette opération, entre guillemets, douce, on laisse la brèche, on a un autre milieu naturel qui va se mettre en place. C'est plus facile que quand on est sur des zones ultra-urbanisées, où là, les décisions sont beaucoup plus importantes. Oui. Et quand on parle de solutions fondées sur la nature, il y a le mot nature. Alors, je te rejoins totalement sur... Il ne faut pas... ça trouve ses limites, comme tout dispositif. Mais solutions fondées sur la nature, parfois, il n'y a pas la nature. Donc, on ne peut juste pas la mettre en place. Quand à un moment donné, vous avez la mer et les habitations... C'est ça. C'est très juste. Il n'y a plus de solution. Oui, s'il n'y a plus de nature, là, tu ne peux pas avoir de solution douce, voilà. Bien sûr. Régis, et en complétant les propos, c'est que les solutions fondées sur la nature, notamment en espace naturel ou dans des espaces un peu mixtes, comme décrivait par rapport à Jarry, ça coûte aussi beaucoup moins cher. Oui. Donc, dans un contexte de restrictions budgétaires, appréhender des solutions beaucoup plus robustes, parfois qui a moins de technicité, mais qu'on peut reconduire, on peut aussi évaluer ça comme étant moins cher. C'est moins cher qu'une digue, c'est moins cher qu'un ouvrage. Mais parce que, comme disait à l'instant Gaëtan, on est un espace naturel. Donc on n'a pas besoin de faire du béton en espace naturel. C'est clair, super. Super. Alors il y a plein... une petite question Guadeloupe, et puis franchement, il faut qu'on parte en Normandie. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes d'eau en Guadeloupe, mais comment ça se fait alors qu'il y a autant d'eau autour? C'est joli, hein? Oui, spéciale Guadeloupe. C'est une question que je me pose au quotidien. Mais la problématique de l'eau en Guadeloupe est due principalement à nos réseaux qui sont très vieux et qui n'ont pas encore été tous rénovés. Voilà, c'est clair. Super. Allez, on part en Normandie parce que je sens que Régis s'impatiente. Alors, on a encore tellement de questions à prendre. Bon, alors... On part en Normandie et plus particulièrement, Régis, on va aller faire un tour dans la basse vallée de la Sanne. Alors, avant qu'on regarde le sujet vidéo, on va regarder la carte. Donc, on voit le Havre et le petit point rouge, Quiberville. On est parti là. Juste pour la petite histoire, le jour où on y était, mais c'était tempête. On a failli perdre le drone. Enfin bon, bref, c'était grande tempête. C'était la tempête qui arrivait de Bretagne, parce que nous on la récupère, voilà, et puis après les tempêtes qu'on récupère de Bretagne, on les envoie aux Parisiens. Régis, on n'y croit pas une seconde. Alors, j'aimerais que tu nous dises, on va regarder quelques photos sur ce qui se passe plus particulièrement sur la basse vallée de la Sanne, et que tu les commentes pour bien qu'on comprenne avant de voir la vidéo ce qui se passe. Donc, en plein milieu de la photo, Régis... On ne va pas commencer par le milieu de la photo. Tu veux pas milieu On va commencer par... C'est une vallée. Voilà. Et on va faire une description de paysage ou une description un peu de géographie. Vas-y. On a sur les côtés de part et d'autre, ça ne se voit pas trop, mais des coteaux. Oui. Donc un peu de... C'est plus élevé. Et puis on a au cœur, toute la partie qui est verte. Voilà, on arrive à la vallée que tu évoquais. Et puis en plein milieu de la vallée, ou presque au milieu, on a le fleuve de la Sanne, qui est le nom du site. Et puis, on a les installations humaines. Alors, on le voit maintenant de l'autre côté. On voit bien le fleuve sur le côté droit. Oui. Et puis, on a un ancien camping qui était implanté
au bord de la mer, c'est tout... Alors l'ancien camping, pour bien le faire comprendre, c'est là où on voit des sortes de petites Les petits haies. carrés, voilà, les Ouais, petits des carrés, petits c'était carrés. les emplacements des caravanes qui étaient là. Voilà. Voilà. Et c'est là où il y avait un problème. Non, en fait, c'est l'histoire de nos littoraux. Donc moi, en fait, cette vallée, elle a été naturelle jusqu'il y a environ 150 ans. C'est intéressant, son évolution, elle est vraiment calée sur l'Anthropocène. Mais c'est ce qu'a décrit Gaëtan. Il y a 200 ans, on était aussi, après la Révolution française, le besoin d'une augmentation de la population. Donc il fallait de nouvelles terres. Donc ces terres, elles ont été gagnées sur des espaces, on va qualifier en marge des terres agricoles classiques. Donc on a eu ce qu'on a appelé des poldérisations. On a gagné des terres sur les zones humides notamment, et puis sur les zones humides littorales. Et c'en est le cas classique. Ça jusqu'à, on va dire, la Première Guerre mondiale. Et puis après, c'est l'essor du tourisme avant-guerre, et puis du tourisme de masse. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est tout le monde va en vacances. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est entre guillemets les 30 glorieuses. Et c'est les campings, c'est tout l'immobilier qu'il y a sur nos côtes. C'est d'ailleurs, on célèbre les 50 ans du Conservatoire du littoral. C'est la raison de la création du Conservatoire du littoral. On va en parler tout à l'heure. Mais oui, mais c'est la transition. Ah oui, en fait, clair. si tu veux, on est en 1975, on est sur un tourisme, et puis l'évolution, on est passé d'abord agricole, puis après touristique, résidentiel. Donc en fait, l'homme s'est implanté, et je l'ai évoqué par rapport aux falaises, dans des endroits où il n'était jamais allé. Ouais, c'est ça. Et cette vallée, elle était inondable, c'est une zone humide. Eh bien, en 10 ans, il y a eu 3 inondations, il y a 40 ans, une submersion. Donc voilà, on s'est surexposé. C'est toute l'histoire de cette basse vallée. Ce qui était intéressant, c'est que quand nous, on est parti faire le tournage Ouais. sur le site, la vallée était totalement inondée. C'est-à-dire qu'on a roulé au pas dans l'eau totalement, on ne voyait plus la route. Oui, on a pris des risques inconsidérés. Bref, mais vraiment, la vallée était tout à fait inondée. Et c'est une zone humide, c'est une vallée. Donc voilà, et inondable. on voit bien donc le fleuve sur cette photo qui est bien sur le côté, et puis on sent bien qu'il y a quand même de l'eau à peu près partout, mais nous quand on y était, c'était quand même tout à fait différent, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment de l'eau partout. Alors, ce que je vous propose, c'est, on va regarder déjà une petite vidéo pour bien comprendre tout ça, et puis après on repasse aux questions. Allez, on lance la vidéo. En fait, ce paysage, il a été modifié il y a très longtemps déjà. La basse vallée, à l'origine, il n'y avait pas une digue-route en front de mer. C'était un estuaire qui fonctionnait donc naturellement avec des entrées marines dans la vallée et puis les eaux du fleuve qui s'évacuaient dans la mer. Et petit à petit, on a fait des aménagements d'abord militaires, puisqu'on est face à l'Angleterre, donc c'était de la protection. Et puis on a aussi modifié la vallée pour des raisons agricoles et donc économiques, c'est-à-dire qu'on a déplacé le fleuve sur le bord de la vallée pour gagner de l'espace de terres agricoles. Et puis on a donc dessiné cette digue-route en front de mer, donc ça a fixé le front de mer et la plage à un certain endroit. Et puis le fleuve s'évacue au travers d'un tuyau qu'on appelle une buse dans la mer. En 1999, donc il y a eu une inondation qui a été très importante partout en France. Et à Quiberville, le camping municipal a été fortement inondé. Il y avait entre 1,60 m et 1,80 m d'eau dans la basse vallée. Donc pour les élus du territoire, l'idée était, il faudrait trouver une solution, puisque ce sont des événements qui sont amenés à se reproduire. Il y a eu différentes phases de travaux. Les plus importants, les plus majeurs sont donc la relocalisation du camping de Quiberville qui est donc en face sur le coteau, la création d'une station d'épuration parce qu'on travaille aussi sur la qualité des milieux et la qualité de l'eau. Et puis la dernière phase de travaux, c'est la partie reconnexion du fleuve à la mer et restauration de milieux humides et aquatiques. On va faire un trou pour mettre un pont qui va supplanter le travail que faisait la buse, c'est-à-dire l'évacuation des eaux du fleuve vers la mer. En revanche, comme c'est un pont et non pas un tuyau, on a aussi, lors de chaque marée, et selon les coefficients de marée, on a de l'eau de mer qui va rentrer dans la vallée et qui va donc restaurer des milieux
qu'on dit estuariens, donc avec une influence marine, donc des milieux humides qui sont abreuvés d'eau douce par le fleuve et abreuvés d'eau de mer lors de chaque marée. À l'époque, les gens avaient l'habitude de voir la mer entrer, les milieux évoluer. Et puis, au fil des années, on s'est habitué aux solutions techniques de protection, en fait, de défense contre la mer. On appelle ça des ouvrages de défense contre la mer. Et on s'est habitué au fait que des solutions techniques pouvaient nous apporter un confort de vie. Et on a oublié le fait que la nature, finalement, était un peu plus forte que nous. On a appris à fixer les sites, les territoires pour nos besoins. Et maintenant, on doit réapprendre à rendre sa place et sa dynamique à la nature, sachant que derrière, on en tirera des bénéfices également, en fait. Quand les travaux seront terminés, on va protéger les biens et les personnes en facilitant le fonctionnement de la vallée et donc l'évacuation des eaux vers la mer. Donc lors de crues, en fait, la taille de la buse étant assez restreinte, le volume d'eau qui peut sortir dans la mer est assez restreint. Et donc l'idée, c'est de pouvoir plus facilement évacuer ces eaux. Il y a aussi un autre bénéfice assez important, c'est la restauration des milieux et de la connexion terre-mer. En fait, ces milieux sont extrêmement riches et peu nombreux sur la planète parce qu'on a construit beaucoup sur les littoraux. Donc on a énormément réduit ces milieux. Et en fait, restaurer ces milieux riches est un bénéfice pour la biodiversité et aussi c'est des puits de carbone. Puis ce sont des milieux où les poissons et les oiseaux trouvent refuge et trouvent leur nourriture. Certains poissons ont besoin de remonter dans les fleuves pour une partie de leur cycle de vie. Il y a un des exemples majeurs et très importants nationalement. Il y a un plan national pour la protection de ces anguilles. Donc les anguilles, elles se reproduisent au large des côtes américaines et les jeunes reviennent en Europe et remontent nos fleuves pour grandir. Et donc elles ont besoin ces anguilles de pouvoir passer et rentrer dans nos fleuves. Les premières idées de projet sont liées à l'inondation de 1999. Donc ça fait déjà 25 ans. À l'époque, on était plus à se dire que derrière une digue, on était bien protégé. Maintenant, on évolue et on comprend que finalement, rouvrir à la mer, c'est potentiellement se protéger aussi. Et c'est potentiellement plus protecteur que maintenir une digue. Et aujourd'hui, vous voyez que la vallée est fortement inondée là. Ces événements, je pense, peuvent aider les hommes à modifier l'aménagement du territoire en réfléchissant un peu plus sur les risques qu'ils encourent à construire à ces endroits-là. Alors j'espère que ce sera un exemple pour d'autres territoires pour qu'ils puissent se dire que ça peut marcher. Oui, il faut s'accrocher parce que quand on propose ce type d'aménagement, reconnexion d'un fleuve à la mer, ça veut aussi dire pour les usagers faire évoluer leur perception de leur territoire. Et ça prend du temps. Ces projets-là, ils montrent notre foi en la nature, notre confiance en la nature. Et pour moi, c'est le sens vers lequel on doit aller. Joli sujet, Régis. Alors, pendant que la vidéo se passait, Régis papotait et tu as dit quelque chose de très joli, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de projet sur la façade manche, oui. Sur la façade manche de cette nature. De ce type de projet, oui. C'est-à-dire c'est un projet énorme. Alors, il est conséquent, effectivement, du volet budgétaire, parce que du coup, il y a eu plein de travaux, mais surtout... la démarche qui a été la nôtre avec les collectivités, et notamment Quiberville et Jean-François Bloch, le maire, c'est que c'est un changement totalement radical de l'aménagement du littoral. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique d'urbanisation au plus près de la mer, ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission, sur le bord de falaise. Et là, le maire a décidé de déplacer le camping et de le mettre en dehors de la zone inondable et en dehors de la zone submersible. Donc on est bien à un changement
comment on va dire, de paradigme, un changement de modèle total de l'aménagement du littoral. On arrête de se mettre au plus proche. Les activités humaines, on les met un peu en retrait. Et puis, c'est typiquement les questions d'adaptation. On fait de la place à la nature, mais ça ne veut pas dire qu'on enlève l'homme. L'homme est toujours présent. Et sur nos sociétés littorales, l'homme est présent depuis très longtemps. Il est encore plus présent depuis le 19e et le 20e siècle. Et ça continue. Le 21e siècle démontre en ce premier quart qu'on continue, les populations veulent venir sur le littoral. Et bien là, la démarche, c'est on soustrait, on se déplace, on reste sur le littoral, mais on arrête de se mettre dans les zones inondables et submersibles. Oui, on arrête de se mettre en danger, en fait. On arrête de se mettre en danger. Parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas lutter contre. Parce que c'est pas possible. 3 fois inondé, ce camping, en 10 ans. Oui. Une collectivité, le front de mer de Quiberville et de Sainte-Marguerite, submergé il y a 40 ans. Donc ça veut dire qu'on est dans la période où ça va à nouveau arriver. Et donc ce territoire a pris une décision exemplaire. On peut le dire, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en Normandie, il n'y a pas d'équivalent de la frontière belge à quasiment... Gaëtan est là pour la Bretagne, il n'y a pas de démarche comme ça non plus en Bretagne. Il y a des projets, mais ils ne sont pas encore arrivés à cette maturité, parce que là, on n'est non pas en maturité, on est en phase de réalisation. Oui, ce qui est très joli, c'est d'entendre à quel point la représentation, l'image qu'on a du littoral, de sa place sur le littoral, a pu évoluer. C'est quand même un magnifique exemple de changement de comportement, mais magnifique en intelligence et en association avec la nature. Je trouve que c'est quand même en cela absolument exemplaire, oui. Oui, on peut le dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, longtemps, ces littoraux ont été uniquement le support d'activités économiques, agricoles. L'exemple de Bosset en est l'illustration. Celui-ci aussi un peu, parce que le dessin que l'on voit du fleuve côtier de la Sanne est artificiel. Là, il a été mis au pied du coteau il y a 150 ans, ouais, c'est ça. Pour faire de l'activité agricole. Ouais, ensuite, on a l'activité économique touristique. Et puis là, le maire dit, mais moi, j'ai connu en tant que maire, il est maire depuis assez longtemps, Jean-François Bloch, 3 périodes, et j'ai résisté à la nature, j'ai fait des enrochements, on les voit, j'ai subi des inondations, et là, je m'adapte. Je ne peux pas laisser aux générations actuelles et futures, et donc le Conservatoire du littoral, dans cette démarche, a effectivement poussé à ce qu'il y ait une question d'adaptation, d'anticipation, de la place pour les écosystèmes, qui sont une garantie. La nature pour elle-même déjà, alors ça peut choquer certaines personnes, mais la nature pour la nature, une approche non économique, mais voilà, nos écosystèmes sont résilients par essence. Et puis en complément de ce que disait Janice pour la Guadeloupe, on est dans un système mixte où là on aide la nature à, entre guillemets, reprendre ses droits. On va reconstituer, je dis pour les enfants, des écosystèmes estuariens, c'est-à-dire où il y a à la fois de l'eau douce qui vient du fleuve et de l'eau de mer qui va rentrer, et ça va être une nurserie, c'est-à-dire que ça va être les poissons vont venir frayer comme à Bosset, les oiseaux vont venir nourrir ces petits mollusques, ces petits crabes, etc. Ils vont peut-être aussi nidifier. On va avoir presque une pouponnière. Voilà, ça va être un espace de nature, et il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Et donc là, on est en train de reconstituer ça. Donc on avait 3 sujets. L'économie, c'était le camping qui était déplacé. On avait l'atténuation des risques et l'ouverture. On voit les travaux du futur pont de 12 mètres va permettre de diminuer les inondations que tu as pu voir. Ouais. Et puis la mer va rentrer, donc on va restaurer les écosystèmes. C'est les 3 sujets de ce projet depuis plus de 10 ans, et on y arrive. J'ai l'impression, en ayant écouté les 3 sujets dont vous avez aussi joliment parlé, qu'on est en train de changer d'époque. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où il y avait une utilisation, on tirait profit en fait du littoral, et qu'aujourd'hui, c'est comme si l'homme comprenait qu'il allait tirer profit intérieurement en observant ce littoral, être une nature vivante et être plus en phase avec lui, en définitive. Pas chercher systématiquement à exploiter, mais aussi à... Je suis un petit peu plus loin, mais je peux le regarder. Oui. Tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça? Je pense que là, c'est une exception, c'est un modèle d'avenir. Mais... sur Bosset, on est finalement sur quelque chose d'assez... Tout ça est extrêmement restreint. Oui. Et on parle d'endroits où il y a de la maîtrise foncière par le Conservatoire du littoral, où il y a déjà une préoccupation, une sensibilité. Et malheureusement, à l'échelle du littoral français, outre-mer ou métropolitain, c'est des pouillèmes, en fait, aujourd'hui. Malheureusement, on est encore dans la surexploitation du littoral, et tant qu'on peut tenir et en tirer quelque chose,
Aujourd'hui, en tout cas, c'est encore Donc le cas. tant qu'il peut y avoir une réponse différente à apporter par le conservatoire, ce sera fondamental. Il faut qu'on réponde à quelques questions. Je vois le temps qui file à une vitesse folle. Mais on complétera le propos de Gaëtan quand même, parce que c'est un Vas-y. vrai sujet. Non, mais juste, l'urbanisation sur le littoral continue toujours. Oui. La période post-Covid qu'on a tous connue Ouais. fait qu'on a une accélération aujourd'hui de l'urbanisation du littoral en cours. Bien sûr. La pression foncière n'a jamais diminué sur le littoral depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle s'accélère encore aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est en train de remettre des enjeux et on s'adresse aux enfants Ouais. et à leurs parents. On rajoute de l'urbanisation dans des endroits dont on sait que dans 20, 30, 40, 50 ans, il faudra déménager. Donc ce que dit Gaëtan est vrai. On est sur des exemples qui sont... On voudrait généraliser, mais ce n'est pas la tendance actuelle. Ok. Quel pays lutte le mieux contre l'érosion du littoral? Est-ce qu'il y a des modèles? Il y a des... Votre silence en dit long. C'est pas par pays, je pense que c'est par projet, c'est par initiative en fonction du territoire. Et je pense qu'il y a des projets qui sont déjà plus avancés, qui ont peut-être déjà un meilleur retour d'expérience. Donc, généralement, le fait de partager en fait, sur le terrain les retours d'expérience par projet, ça permet aussi de s'inspirer. Mais je ne sais pas s'il y a un pays qui est plus avancé. Ceux qui n'ont pas d'autre choix que de lutter, si. Donc, Ouais, je pense. c'est joliment dit, bien Les sûr. pays du Nord, Ouais, mais est-ce pas que d'autre c'est... choix. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, Joker. mais la question, Ouais, c'est pas simple cette qui question. lutte le mieux? Ben, c'est ceux qui n'ont pas le choix, en fait. Ouais, ceux qui n'ont pas le Et qui choix. ont les moyens financiers. Ouais, Bien voilà. sûr, ouais. Donc Faire. du coup, à l'échelle mondiale, c'est peut-être pas représentatif. Non. Ouais. Et c'est donc non duplicable. Il y a une jolie question qui pourrait presque terminer cette émission. Êtes-vous tous les trois nés près d'un littoral? Est-ce pour ça que vous avez eu envie de faire vos métiers? Et est-ce que les endroits que vous avez connus enfants ont changé aujourd'hui? C'est joli et c'est... J'arrive pas à voir. Je sais que c'est un CM2, je crois que c'est celui de Rennes, mais je suis pas très sûre. Ça m'étonnerait pas des Bretons de poser une aussi jolie question. Alors, est-ce que vous avez un lien particulier depuis que vous êtes enfant avec le littoral? Régis, oui. Alors, né, non, mais le littoral, ça a toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, quand je ne vois pas la mer depuis trop longtemps, ça me stresse. Mais aussi, c'est aussi une éducation qu'on m'a donnée quand mes parents m'ont toujours dit que l'environnement, c'est important. J'ai toujours fait des randonnées. Je me souviens même pas de ma première randonnée parce que je pense que j'étais dans le porte-bébé. Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment une forte sensibilisation du côté de ma famille sur l'environnement, le littoral, mais pas que, nos forêts, nos rivières, tout le patrimoine en fait qui existe aux Antilles et qu'il faut protéger parce que eux ils ont vu les plages changer, ils ont vu les écosystèmes changer et c'est pour ça que pour savoir à peu près dans quelle classe d'âge est quelqu'un, j'aime bien poser la question à la personne: as-tu déjà vu une plage sans déchets? Ah oui. Ah oui. Si tu as vu des plages où il y avait quand même un mégot ou une canette, il y a certaines personnes qui sont âgées et qui ont connu des plages sans déchets. Moi, je ne me souviens pas de plages sans déchets. À tel point que quand j'étais petite, chaque fois je disais à mon papa: mais pourquoi il y a des déchets sur la plage? Pourquoi il y a des déchets dans le sable alors que la poubelle est là? D'accord. Donc c'est aussi sensibiliser en fait ces enfants, parce que ça peut être notre métier de demain. Et aussi comprendre en fait qu'on le préserve pour nous et que les années passent vite et qu'on voit que ça change. Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Je m'excuse par avance pour toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais il y avait tellement de choses. J'aimerais néanmoins, tous les trois, vous donner la parole sur, face au changement climatique, la nature est-elle la solution? Quelle est votre réponse? Oui, la nature est une partie de la solution, bien évidemment. Mais la nature, par elle-même, elle est résiliente. C'est plutôt l'action de l'homme qui va être déterminante. Donc c'est une action individuelle et c'est une action collective. Donc ce sont les actions des uns et des autres au quotidien qui, sans doute, la garantissent notre avenir. Superbe. Janice? Je rejoins exactement ce qu'il dit. Super. C'est vraiment le fait de travailler au quotidien sur ce qu'on peut faire nous pour limiter notre impact, mais aussi ne pas hésiter à se lancer et à participer à des projets pour booster en fait cette résilience
Pour aider la nature à résister. S'il y en a une qui doit résister, c'est la nature, quoi, hein. Mais la nature, ton propos, excuse-moi, résister, il est connoté par une lecture humaine. Ouais. La nature, elle était là avant nous. Donc potentiellement, comme disait Janice, si le forçage anthropique, comme on va dire, si les éléments ne sont pas trop rapides, température ou autres, ne sont pas trop puissants, elle va se réorganiser, change. Voilà. Mais c'est plutôt l'homme qui va peut-être avoir quelques difficultés. Donc nos sociétés vont avoir des difficultés, plutôt. Gaëtan, pardon, sur la réponse à cette question initiale de l'émission. Ouais, je dirais qu'on a tellement dégradé notre environnement depuis des années, des décennies. Lui faire porter la seule responsabilité de nous protéger aujourd'hui, c'est un peu déplacé à mon sens. D'où la première question qui est déjà interrogeons nos manières de vivre et nos manières d'occuper le territoire. Ensuite, on pourra travailler avec la nature, mais je trouve que c'est un peu déplacé sinon de lui faire porter toute cette responsabilité. Ouais. Ah, c'est joli, c'est joli, c'était quand même du bonheur. Donc on arrive au terme de l'émission. Je crois qu'il y a quelque chose. Alors bon, il y en a plein de merci qui arrivent. Et puis donc, ah oui, alors il y a quelque chose qui arrive sur le plateau. Alors, pour vous le faire comprendre, donc, alors, que les choses soient très claires, ce n'est l'anniversaire de personne. Personne n'a 50 ans autour de cette table. Ce sont les 50 ans du Conservatoire du Littoral. Alors, d'abord, pour cette émission, je vais quand même remercier la Fondation Procter & Gamble pour son engagement pédagogique qui fait que cette émission a pu être réalisée. Remercier bien entendu vous trois pour votre enthousiasme, votre passion, votre curiosité, pour vos réponses, pour tout ce que vous offrez. Mais allez tous en Guadeloupe, en Normandie, en Bretagne et partout, sur tous les sites du Conservatoire du Littoral. Vous allez y rencontrer des personnes fascinantes qui savent des milliers d'anecdotes, qui vont vous raconter des histoires sur tout ce qu'il y a, le micro-caillou que vous n'avez jamais vu, la micro-plante que vous n'avez jamais vue, qui vont vous fasciner, qui ont des histoires plein la tête. C'est juste du bonheur de les rencontrer. C'est une chance que j'ai eue de nombreuses fois et je n'en suis jamais ressortie indemne. Donc allez les rencontrer. Et puis 50 ans Conservatoire du Littoral, j'ai fait un petit mémo avec quelques chiffres. Le Conservatoire du Littoral a été créé en 1975 sur une belle idée. Comment protéger le littoral, comment protéger des espaces naturels définitivement de toute forme d'urbanisation. Ça a commencé aux Garennes de l'Ornel, dans le Pas-de-Calais, 195 hectares. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'était déjà pas mal. Protéger cet espace naturel de toute forme de construction, projet, de route, de barrages, enfin, il y en avait partout. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, je pense que je peux vous citer des sites tout à fait emblématiques que vous connaissez nécessairement, la Pointe du Raz, la baie du Mont-Saint-Michel, les falaises d'Étretat, les Calanques de Marseille, la Camargue, Jarry en Guadeloupe, bien sûr, le bassin d'Arcachon, la dune du Pilat, ton gros tas de sable, je sais pas, on ne va pas le répéter, la Corniche basque, enfin il y a des grands sites très 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 emblématiques où vous avez probablement mis les pieds ou si jamais, allez-y. Mais il y a aussi des petits confettis plus discrets qui ont aussi été protégés par le conservatoire depuis 50 ans. Aujourd'hui, 220 000 hectares sont définitivement protégés grâce à l'action du conservatoire. Juste pour vous donner une idée, ça fait 20 fois la taille de Paris. Voilà, 20 fois la taille de Paris, partout, sur la métropole, mais aussi dans les Outre-mer, qui sont définitivement protégés de toute forme d'urbanisation, d'individualisation, de propriété privée, pour que chacun puisse aller s'y promener et avoir le plaisir de voir ces merveilles. Alors, moi, je finirai l'émission en disant, maintenant, on vous donne le témoin, on vous donne le flambeau, à vous de fêter les 100 ans du Conservatoire du Littoral. Et en attendant ça, allez les rencontrer tous, ils sont merveilleux. Et à bientôt. Merci. Merci. Merci à tous.